C'est une réalité douloureuse qui traverse nos sociétés. Des jeunes filles âgées de 12 à 18 ans et parfois au-delà sont régulièrement confrontées à des violences sexuelles. Des actes qui brisent des destins et laissent des cicatrices profondes, rendant difficile la reconstruction des victimes. Pourtant, cette réalité est trop souvent tue. Karina Nzoussi a choisi de briser ce silence après plusieurs années de souffrance. Agressée sexuellement à l'âge de 13 ans, elle est ce soir sur le plateau de la grande interview pour témoigner. Elle sera accompagnée de Victoire Foutimolaka, juriste, avocat de profession, conseiller municipal, et Luce Bénédicte Gongwe, coordonnatrice de l'association Kani Assistance. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame Andrea. Bienvenue à vous. La grande interview, c'est maintenant. Karina Nzoussi, vous aviez traversé une épreuve particulièrement difficile à l'âge de 13 ans. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vécu? Merci. Alors, je viens d'une famille où papa était commerçant et maman une éducatrice, donc elle nous éduquait. Et papa et maman se sont séparés et ensuite maman nous confie à sa maman qui est ma grand-mère. Alors, j'ai grandi avec mamie et oh, je stresse. Il faut savoir, j'ai grandi dans une famille où on nous battait tous les jours, chaque jour, tous les jours. Et il fut un jour où mamie m'envoie acheter le pétrole. Nous habitons en Patra, Paka-Patra. Et à l'époque, il y avait les eucalyptus à 2 pâtés de chez nous. Et ensuite, enfin... Et je vais acheter le pétrole pour mettre dans la lampe à pétrole. J'achète le pétrole et je vois, enfin, quand j'achète du pétrole, je discutais avec mon ami de classe. On discutait, je vois de loin mon oncle, il m'appelle. Il dit merveille. J'ai dit ouais. Ici, je sens que je vais pleurer parce que déjà de base, tonton n'aimait pas nous voir discuter avec les garçons. Et ensuite, il me dit va à la maison. Je cours vite à la maison, je dis à mamie, mamie, là où tu me vois là, je vais pleurer ce soir parce que tonton m'a vu causer avec mon ami. Je te dis oh, mais c'est ton ami de classe, il vient souvent jouer ici, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi? J'ai dit non, on discutait seulement. Il était quelle heure? 17h. Et ensuite, tonton arrive dans la cour, il m'appelle, il dit merveille. Et je sors, je tremblais. Il dit, donc toi c'est ça, hein, c'est ce que tu fais. J'ai dit non tonton, c'est mon ami. Il dit non, c'est pas ton ami. Et nous on nous battait avec du bois, des eucalyptus. Donc il a ramassé un bois dans la cour, il m'a frappé, il s'est mis à me frapper. Il m'a tellement frappé que donc je n'arrivais plus à pleurer ni couler mes larmes. Et ensuite il y a la voisine qui dit oh mais Patrick, pourquoi tu tapes l'enfant? Pourquoi vous aimez battre ces enfants? Il dit à la voisine, tiens, ce ne sont pas ses affaires. Elle n'a qu'à se contenter de ses affaires, de son problème et tout, de ses histoires. Et ensuite, la voisine appelle mamie, dit, mais faut voir, il peut tuer la fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est ensuite mamie vient et mamie dit à mon oncle, donc mon oncle, c'est son fils. Il dit, mais arrête de taper l'enfant. Ensuite, mamie m'enlève de là, elle me dit tiens va te laver et tout. Et mon oncle me fait savoir c'est pas fini. Et avant ça, mon oncle il dit à sa maman d'accord j'ai compris, je ne veux plus la taper et tout. Et mon oncle me pose 4 questions. La première question, il me dit tu veux que j'appelle ta maman là où elle se trouve, la dire que tiens sa fille cause avec les garçons, ou tu veux que je te casse le bras, tu veux que je te tue, ou tu veux que je te viole? J'ai dit, tonton, appelle maman.
Il me dit, je ne peux pas appeler maman. Si je l'appelle, qu'est-ce qu'elle dira? Que moi, je ne prends pas soin de vous, je ne vous contrôle pas. J'ai dit, d'accord, tonton. Donc, casse-moi le bras. Il me dit, si je te casse le bras, qui va porter ta veste? J'ai dit, donc, tonton, tue-moi, puisque tu m'as déjà tué. Il dit, non, je ne peux pas te tuer, tu es ma nièce chérie. Réponds à la 4e question. J'ai dit, tonton, il veut que tu me tues. Il s'est mis à me taper, à me taper, à me taper. Et ensuite, mamie est venue, mamie m'a prise. Et je suis allée prendre ma douche, j'ai dormi. Le lendemain, je ne pouvais pas me rendre à l'école parce que j'avais des maltones, des bleus partout sur moi. Donc, je ne suis pas allée à l'école. Je suis restée. J'étais en quelle classe? Peut-être en CM1. Ma petite sœur s'est rendue à l'école et mon petit frère. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moi, je reste à la maison. Mamie va au catéchisme. Et en restant à la maison, je me sentais vraiment en danger parce que je connais mes oncles. Et ensuite, vers midi, tonton, il arrive. Il m'appelle. J'avais peur. J'arrive. Il me demande de m'agenouiller. J'étais à genoux de je sais pas à quelle heure. Peut-être j'ai fait un truc d'1 heure du temps. J'étais à genoux, je tremblais, je pleurais, je ne me sentais pas bien. Et c'est là où tonton me dit, faudrait que tu enlèves les habits. J'ai dit non, tonton, tu es mon tonton, je ne peux pas faire ça. Et tout. Et tonton s'est mis à me frapper. Et voilà, il m'a séquestré. Tout ce que j'ai retenu sur ce qu'il m'a fait, j'ai senti quelque chose se briser, quelque chose en moi qui a fait tort. C'est tout ce que j'ai retenu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, si tu racontes à mamie ou à maman, je vais vous tuer. Il faut savoir, à l'époque, c'était des maisons en bois. Oui. Il dit, je vais mettre le feu dans la maison. Comme ça, vous allez tous mourir. Et j'avais peur. J'avais mal. Il me dit, tu dois arranger ta démarche. Il suivait mes faits et gestes. C'était douloureux. C'était douloureux. Karina aussi, c'était douloureux. On peut sentir que les cicatrices des années restent toujours gravées dans ta mémoire. On va te laisser le temps de souffler, de reprendre un peu ton souffle. Victoire Foutimolaka, vous avez suivi avec précision les explications de Karina Ndoussi. Elle a été violée à l'âge de 13 ans, on va le dire, par son oncle maternel. Est-ce que ce genre de violence, de maltraitance dans des familles en République du Congo, c'est récurrent? Bon, merci beaucoup, madame le journaliste. Je vais analyser cette question sur 2 angles. Je commencerai d'abord sur l'angle juridique, puis je vais aborder aussi sur l'angle sociologique, parce que vous savez, au-delà du fait que je suis juriste et avocat de profession, je suis sociologue également. Il faut dire que dans les éléments constitués d'une infraction, il faut qu'il y ait 3 éléments. Vous avez l'élément légal, vous avez l'élément matériel et vous avez l'élément moral. Et dans le cas de viol, c'est une infraction qui est prévue par l'article 332 de notre code pénal. Et lorsque vous lisez l'article 332 de notre code pénal, le viol est considéré comme un crime. Et par rapport aux explications, parce que dans les éléments du viol, vous avez la pénétration sexuelle, et ensuite s'il y a l'absence du consentement et l'intention de pénétrer. Ce qui est plus gravissime dans cette affaire, parce qu'il s'agissait d'une fille de 13 ans. Et lorsqu'il s'agit d'une fille de 13 ans, il y a des circonstances aggravantes de l'infraction. Et cette circonstance est prévue par l'article 333 du Code pénal congolais, surtout si ça émane des ascendants, c'est-à-dire des gens qui ont une autorité sur la fille, et de surcroît, c'est une fille de moins de 15 ans. Donc, c'est quand même une infraction où il y a des circonstances très aggravantes. Maintenant, le viol, c'est une infraction qui est
très récurrent dans les familles aujourd'hui. Vous allez remarquer qu'il y a des oncles qui abusent des nièces, vous avez des frères qui abusent des enfants qui vont dans les congés, et c'est très dangereux. Mais dans ce cas d'espèce, il faut dénoncer. Parce que si vous ne dénoncez pas, il n'y aura pas un moyen pour sanctionner ces gens-là. Il faut dénoncer. Il faut qu'au niveau de la famille, qu'on ait le courage de dénoncer ce genre de pratiques qui existent dans notre société. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, les gens ont peur de dénoncer, soit pour éviter de briser les liens familiaux. Ça, j'aborde ça sur l'angle sociologique, pour éviter de briser les liens sociaux entre les nièces et les enfants. On trouve des astuces pour régler ça à l'amiable, mais la victime souffre. Et quand vous suivez Madame Karina Zonzi s'exprimer, vous constatez qu'il y a eu une souffrance. Et là, ça nécessite même une étude psychologique. Au-delà du fait qu'il faut mettre des réserves, parce que dans toute chose, lorsque vous êtes jugé à la présomption d'innocence, qui est prévue par l'article 9 alinéa 2 de notre Constitution, mais c'est quand même grave, c'est fait quand j'écoute. Bon, la question que je me pose, pourquoi à l'époque, elle n'avait pas dénoncé cela? Je comprends que c'était la peur, parce que déjà, quand l'oncle te dit il risque de brûler la maison, et voilà. Mais sur le plan sociologique, vous allez imaginer que ce sont des conséquences de divorce. Et quand vous suivez Madame Josie s'exprimer, c'est-à-dire que son père était commerçant, sa maman était éducatrice, et c'est lorsqu'il y a eu divorce qu'on l'a confié chez sa grand-mère. Et vous voyez les conséquences des divorces, qui a des répercussions sur la vie des enfants. Donc du coup, je pense que lorsqu'on fait l'analyse infractionnelle du viol, tous les éléments sont constitutifs pour que cette action soit engagée à cette époque-là. Luce Bénédicte, vous êtes la coordonnatrice de l'association CANI, vous êtes en contact avec les femmes et les jeunes filles. Est-ce que vous aviez eu à rencontrer des jeunes filles victimes des actes de violence ou bien des violences sexuelles? Oui, effectivement. Malheureusement, dans ce travail et pour notre société aujourd'hui au Congo, il y a beaucoup de filles et de jeunes filles de cette tranche d'âge comme Madame Karina qui sont victimes de violences sexuelles et de viols aussi, c'est très récurrent. Mais j'aimerais revenir sur son témoignage parce que d'abord, je vais l'encourager et la féliciter parce que c'est effectivement difficile de pouvoir parler de cette situation. Vous allez constater que parler d'un viol qu'on a vécu, c'est un peu se remémorer ce qui s'est passé. Ouais. Et psychologiquement, c'est très difficile. Donc, courage à vous et bravo. Vous êtes très forte. Déjà, c'est ça. Et donc, c'est souvent ça ce problème. Maître Fouti a dit tout à l'heure qu'à cet âge-là, pourquoi ils n'avaient pas dénoncé, mais c'est jamais évident pour une victime de dénoncer. Okay. Voilà pourquoi au sein de l'association, quand on fait ce travail, on s'accompagne d'un psychologue parce qu'il faut faire un travail d'abord sur la victime pour qu'elle ait la force en fait de pouvoir parler ce qu'elle a vécu. Et c'est à travers ça, quand elle va pouvoir l'extérioriser, que vous pouvez l'assister et voir quel type d'accompagnement à la suite de cet accompagnement psychologique vous pouvez faire. Quel est votre regard face à ces actes de criminels en tant qu'artiviste? Mon regard, c'est que malheureusement au Congo, je dirais que ce qu'on constate dans notre travail, c'est que le viol, vu que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, oui, est encore très banalisé. Et quand je parle de banaliser, pour certains cas qu'on a eu à suivre, ça peut être d'abord au niveau du cercle familial. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'oncle, c'est un frère, c'est un cousin, mais il ne faut pas en parler. Et parfois, c'est la victime qu'on incrimine. Si tu en parles, c'est parce que tu vas détruire la famille, tu vas faire ceci. Donc, il y a d'abord ce poids psychologique et cette pression sociale qu'elle reçoit. Et aussi, quand elle arrive à extérioriser, et parfois, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais avec certains services aussi de police pour dénoncer, c'est le regard qu'on a sur la victime. On dira pas que peut-être c'est toi qui as eu à provoquer l'oncle. Comment tu étais habillée. Et généralement, ce sont des cas qu'on rencontre couramment. Et ce qui fait que ce soit difficile vraiment pour les victimes de dénoncer. Et effectivement, il y a beaucoup de cas de violence qui sont encore tués aujourd'hui, malheureusement, à cause de ces facteurs sociaux.
Karina, je reviens avec vous. Ce type d'épreuve est souvent long à surmonter. Comment avez-vous fait pour traverser cette période après l'acte? Après, il faut savoir, je n'allais plus à l'école, j'étais absente et une fois le directeur fait appel à mamie en lui demandant mais qu'est-ce qui se passe avec Merveille? On ne la voit plus à l'école. Et j'ai dit à mamie non, je vais à l'école. Je suis souvent en classe, mais tantôt je suis juste derrière. Je partais me réfugier dans des bois, je pleurais. Et une fois, j'avais 200 francs. Je vais à une cabine, j'appelle maman. Je dis maman, viens nous chercher. Ça ne va pas ici. Maman me dit oui, je vais venir, je cherche la vie, je viendrai. Courage, qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas sur le champ dénoncer, dire à maman parce que je savais ce qui m'attendait ensuite. Parce que maman devrait appeler, elle n'allait pas arriver aussitôt. Donc du coup, je gardais ça pour moi. Et je n'ai pas accepté ça, mais vous avez accepté de vivre avec ça? J'ai juste accepté de vivre avec ça parce que voilà, je me disais personne pour me faire justice. Donc voilà, et tout ce que je demandais et tout ce que je disais quand je grandissais, que je rendrais toujours témoignage à cela, je parlerai de ça. Et ensuite, je vous dis, ce n'est qu'en 2022 et en 2020, mamie décède, elle vient ici à Brazza. C'est le tante qui a abusé de moi se permet de rigoler avec moi. Je dis, oh, est-ce qu'il a oublié ce qu'il m'a fait quand j'étais jeune? Ou bien qu'est-ce qui se passe dans sa tête? J'ai pris le temps de réflexion. J'ai réfléchi, j'ai dit non, je ne peux pas garder ça pour moi aussi longtemps. J'ai grandi, j'ai au moins ce pouvoir-là de me faire justice toute seule. Donc je parle à maman. Une fois que je parle à maman et la famille se regroupe, on s'assoit et je dénonce les faits. Il a reconnu, il a présenté les excuses, mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire des excuses? Il m'a brisé parce que pour moi, j'étais une enfant seule. Ensuite, ils m'ont tellement torturée, vous saviez, ça ce n'est que son histoire à lui. Ils sont à deux. Maintenant, l'autre, lui, il m'a pas violée. Il y a l'autre, celui qui me viole, c'est le dernier. Celui qui ne me viole pas, c'est l'avant-dernier, oui. Donc du coup, et quand l'acte se produit, quand j'avais 12 ans, et maman nous fait 2 ans après, elle me dit tiens, il faut venir à Brazzaville. Donc j'arrive sur Brazzaville, je dis, même si je disais à maman, déjà je demandais à maman, je vais rester longtemps. Elle me dit non, tu es ici pour 1 mois. J'ai dit non, je ne veux pas retourner là-bas. Elle me dit oui, voilà, ici je ne suis pas encore aisée et tout, la vie c'est pas facile et tout. J'ai dit d'accord, je comprends. Donc sur le champ, je ne dis rien, je garde ça pour moi. Je rentre sur Pointe-Noire, j'avais quel âge? J'ai 15 ans, là maintenant j'ai 15 ans. Je rentre sur Pointe-Noire, je grandissais très mince, hein. Je n'avais ni rien sur moi, rien du tout. Je n'avais pas vraiment la forme d'une femme. Je rentre, mamie me dit, tiens, il y a ton oncle qui t'appelle. L'autre là, il s'appelle Herma. Déjà, lui, je ne l'aime pas. Et excusez-moi, lui déjà, il est dans des trucs, ils vont, comment est-ce qu'on appelle, le chanvre en fait. Donc je n'aime pas ses actes. Donc il est quelqu'un de tellement bizarre. Et puisque déjà je viens d'une famille où on nous battait tout le temps, j'ai tellement de cicatrices partout, sur la tête, il a déjà eu à me casser la tête. Donc déjà lui, je le déteste. Voyez-vous? Et j'ai dit non, je ne vais pas là-bas. Il dit non, faut payer les médicaments pour tonton. J'ai dit mamie, moi je n'irai pas. Et ensuite, il envoie quelqu'un me chercher. J'ai dit mamie, je n'irai pas. Puisqu'en connaissant mes oncles, je n'ai que mamie. Mamie ne peut pas nous défendre. Elle est vieille, nous sommes des enfants, donc je vais. J'achète les produits, je viens. Il me demande, assieds-toi, je m'assois. Il me dit, tu sais, c'est à cause de toi, ma femme est partie. J'ai dit, mais tonton, moi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ta femme est partie, tu nous as tapé au même moment, elle et moi, tu m'as cassé la tête, elle, je ne sais pas qu'est-ce que tu l'as fait, tu l'as frappé également. C'est tout ça là, je ne sais pas, j'avais peur parce que moi, déjà de base, j'ai peur de mes oncles. J'ai tellement peur. Même quand ils sont là, leur présence m'étouffe, me rend mal à l'aise parce qu'ils sont méchants. Donc, il me dit, enlève les habits. J'ai dit non, ça ne va pas se répéter.
pour aujourd'hui, ça ne va pas se répéter, s'il vous plaît. Donc lui, c'est là où je comprends, c'est peut-être que lui, c'est un Kuluna aussi, hein, parce que lui aussi, lui déjà, lui quand il se bat même avec ses amis, il a de la machette et tout. Mais c'est maintenant que je comprends le phénomène des Kuluna. En fait, lui, c'est un Kuluna aussi, mais je sais pas, bref. Donc du coup, il me demande d'enlever mes habits. J'ai dit non, tonton, je peux pas enlever les habits. Je ne peux pas. Et j'avais un téléphone. Maman m'avait remis un petit téléphone. J'ai dit, tonton, je te donne ce téléphone. Mais me demander ça, c'est trop, tonton. Tu trouves pas? Et il me répond pas toi. Nitaku tela wakatola bikuti, tu refuses. J'ai dit, tonton, pardon. J'ai pleuré. Je l'ai supplié. J'ai supplié. Il a dit non. Tu ne sortiras pas d'ici. Et il enlève son pantalon. Il me demande à moi de lui sucer son sexe. J'ai dit, tonton, non. Il a dit, mais soit tu vas mourir. Et si tu vois, il y a le pont de Patra, pour ceux qui vivent à Pointe-Noire, quand on est à Patra, avant d'arriver à Patra, on a un pont là, je sais pas si le pont existe. Il dit, comme je te coupe la tête, je vais te jeter dans l'eau, parce que déjà dans la famille, tout le monde ne l'aime pas, tout le monde le craint, parce que il n'a pas de bonnes réactions, oui. Donc, tonton me fait sucer son truc. Je quitte de là, je n'avais pas la robe fermée, j'ai quitté chez lui pieds nus. Je me suis mise à pleurer dans la route, sur la route. Je criais. Les gens me disaient, mais qu'est-ce qu'il y a? La réponse de mamie était tellement choquante. Elle me dit, ne dis rien à maman. Karina Ndoussi, un silence qui tue petit à petit, un silence qui a peut-être détruit ton enfance. Aujourd'hui, Fouti-Molaka, on observe souvent une tendance à vouloir régler ces situations en dehors des tribunaux, dans un cadre familial. Pourquoi les victimes et leurs prochains font-ils si peu à la justice? Est-ce que ils ont peur de la justice congolaise, ou bien des lois même qui encadrent ce secteur, ou bien ils ne veulent pas briser des liens familiaux? Bon, du point de vue de la loi, il faut dire qu'il y a des dispositions qui existent dans notre code pénal. Et le code pénal congolais sanctionne ce genre de comportement. Mais le problème, comme je vous ai dit en amont, que c'est une question qui est purement anthropologique et sociologique, dans la mesure où les gens ont peur de briser les liens familiaux. Mais toutefois, en le faisant, il ne rend pas service à la victime, parce que la victime va rester avec ses cicatrices de manière éternelle si il n'est pas, ou encore il n'est pas suivi par un psychologue. Maintenant, il faut qu'on arrive à notre niveau. Je suis en face de Madame Luce, qui est issue de cette association. Il faut qu'il y ait une communication dans ce sens, une communication intense. Des associations qui ont pour objet de protéger les victimes des violences sexuelles, de communiquer à la télévision, de communiquer, d'organiser des séminaires. Que chose pour ces associations-là d'encourager ces enfants qui sont victimes de ces abus, dans les milieux familiaux, si vous voulez, y compris dans le milieu du travail. Parce que le viol n'est pas seulement lié au milieu de la famille, mais c'est aussi au milieu du travail, où certaines autorités abusent des filles qui travaillent dans ces structures-là sous prétexte que si vous voulez avoir un emploi, il faut faire ceci. C'est une forme de viol parce qu'il y a l'absence de consentement. Donc il faut faire un travail de communication pour permettre à ces jeunes filles, parce que généralement ce sont les jeunes filles qui sont victimes de ces abus sexuels, de dénoncer, parce que c'est un crime. Et c'est un crime qui est condamné par notre législation. Donc moi, je suis de ceux qui pensent qu'au-delà du fait que c'est une question culturelle, mais ce comportement doit être sanctionné. Mais les associations, la société civile, telle que je suis en face de Madame Luce, elles doivent jouer un travail de fond. Mais vous êtes de la société civile, hein, Luce Bénédicte. Est-ce que, en dehors de vos missions régaliennes qui concernent votre association Kani Assistance, est-ce que vous mettez aussi l'accent sur la communication en ce qui concerne les viols? Effectivement, la mission de l'association, c'est ça, c'est travailler sur la prévention d'abord des violences. Et dans la prévention, vous allez voir qu'il y aura des sensibilisations, de la communication et aussi à l'étape de suivi pour celles qui sont déjà victimes. Mais le grand travail aussi, c'est prévenir et accompagner. C'est ce que nous faisons ou que nous tentons de faire, parce qu'il faut rappeler aussi que les associations
quand elles travaillent sur ces questions et parfois à court de budget, elles ne peuvent pas couvrir un grand territoire. Et vous allez voir que parfois les actions vont se limiter sur leur secteur communautaire et ce sont ces personnes-là peut-être qui vont bénéficier de ça. Mais j'aimerais quand même revenir sur la question au niveau de la justice, pourquoi certaines n'arrivent pas jusqu'à là. Parce que ce qu'on constate aussi dans le suivi des victimes, Maître Fouti est là, il va peut-être compléter, c'est que c'est lassant pour une victime de venir pour un cas quand ça prend du temps, chaque fois raconter la même chose. Et beaucoup se lassent aussi. C'est pas pour incriminer directement les tribunaux congolais, mais il y a aussi une certaine lenteur et la suite dans ces dossiers. Et aussi l'accès à la justice n'est pas toujours évident pour les victimes parce que beaucoup déjà et n'ont pas d'accompagnement déjà au niveau familial, personne pour les accompagner. Pour celles qui arrivent de se faire accompagner, c'est peut-être aujourd'hui certaines associations avec des budgets qui arrivent à le faire, mais on n'en a pas encore aussi beaucoup de moyens pour accompagner le maximum de victimes. Et aussi avec les difficultés au niveau de la justice, la lenteur, les dossiers qui traînent. Et parfois, quand vous emmenez certaines familles, elles se lassent. Parfois, elles viennent de loin, c'est toujours renvoyé. Après un moment, après, ce sont des personnes qui vont aussi aller parler dans leur communauté. Mais pour cette fille, par exemple, qui avait été violée, ils ont essayé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Et parfois, dans certains cas, on va avoir des auteurs qui repartent dans les quartiers. Vous voyez un peu comment ça va déstabiliser déjà pour quelqu'un qui a été victime et pour le reste, quand ils vont entendre, mais apparemment c'était ces jeunes-là et rien n'a été fait. Et du coup, vous allez voir une rétractation de certaines familles qui osent aujourd'hui parler. Donc c'est un peu ce cercle-là que nous vivons avec la société civile pour les associations qui essaient de travailler sur cette question. Je reste avec vous, Luce. Les victimes sont en grande majorité des mineurs, certaines très jeunes. Quels sont selon vous les facteurs qui rendent si vulnérables ces jeunes? Déjà dans le contexte des victimes, vous avez parlé de vulnérabilité. L'agresseur viendra vers une personne parce qu'elle la considère faible. C'est ce qui met en danger beaucoup d'enfants. Vous voyez, pour le témoignage de madame, au-delà du viol, il y a d'abord des violences psychologiques et physiques qu'elle subit. Il y a ce traumatisme-là, en fait, qu'elle subit. Du coup, elle se retrouve dans un contexte où elle est extrêmement faible face à son agresseur. Du coup, elle n'a plus les moyens, en fait, de pouvoir échapper à cela. Oui, à se défendre. À se défendre. Et c'est ça, on considère la personne faible. Et donc, on peut oser le faire. Un mot là-dessus, Maître. Bon, vous savez, madame, comment j'analyse un peu cette situation, j'encourage à madame Karina Nzonzi, pourquoi pas à la longue, créer une association. Elle est présidente d'une association, on va en parler. C'est une très bonne chose. Et continuer à encourager les jeunes filles à dénoncer ce genre de phénomène qui existe dans notre pays. Maintenant, à mon sens, au-delà du fait que, vous savez, en matière de prescription des infractions, le crime est prescriptible de 10 ans. C'est-à-dire après 10 ans, on ne peut plus engager une action. Mais moi, je suis de ces acteurs politiques qui pensent qu'il faut à un moment donné qu'on puisse rendre le viol imprescriptible. Parce que c'est une infraction, à mon sens, continue, dans la mesure où ça continue de briser la psychologie, la mentalité de la victime jusqu'à la fin de sa vie, s'il n'arrive pas à se remettre en question, parce que ça nécessite une force mentale pour surpasser cela. Vous voyez, madame, devant vous ici, et quand elle fait le témoignage, elle est en train de verser les larmes, ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, elle souffre de cette situation. Donc je suis de ces acteurs politiques qui pensent qu'à un moment donné, il faut que nous rendons cette infraction imprescriptible pour continuer à engager jusqu'à des jours très avancés des actions contre des auteurs de ces actes ignobles qui détruisent la vie de nos concitoyens, la vie de nos enfants. Parce que vous allez voir que ce phénomène continue d'exister. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas sanctionnés. Et c'est aussi ça la faiblesse de la justice. Madame Luce a évoqué un fait très important, celui qui concerne la procédure. Mais aujourd'hui, nous encourageons les associations parce que lorsque vous êtes une association, ce n'est pas l'individu en tant que tel, mais c'est la personnalité morale qui a cette possibilité de estimer en justice un tel auteur d'une telle infraction. Maintenant,
en matière de justice, il faut être aussi patient. Parce que lorsque vous avez un dossier qui est devant le juge d'instruction, ça prend du temps. On doit creuser le dossier. Il faut qu'il y ait une confrontation plusieurs fois. Et ensuite, si c'est un dossier criminel, il faut renvoyer devant la cour criminelle. Et ça doit être jugé. Mais c'est une question de patience. Parce que si on veut en réalité, d'une part, je sais que c'est un phénomène qu'on ne va pas arrêter comme ça, on peut diminuer le taux de ce genre de crime qui existe dans nos maisons, dans nos cercles de famille, ainsi de suite, dans notre société, dans le bureau, dans les lieux du travail. Il faut qu'on dénonce, il faut qu'on sanctionne ces auteurs-là pour qu'on essaie quand même de faire peur à ces gens-là. Maître, je reste avec vous. Les signes sont éloquents. Seulement 2% de ces cas signalés parviennent réellement devant des tribunaux. Comment expliquez-vous ce fossé entre la réalité vécue et la réponse judiciaire? Bon, la réalité, c'est comme a dit Madame Luce. C'est la peur aussi de dénoncer. Parce que parfois les gens craignent sur la dignité de la fille. Est-ce qu'on ne regarde pas seulement la personne qui a violé, soit peut-être n'est pas nantie, mais aujourd'hui il y a aussi des gens nantis aussi qui violent. Est-ce que là, face à une personne qui a plus de pouvoir, avec une famille pauvre, est-ce que là la justice sera vraiment dans la mesure de juger là ce phénomène? Il n'y aura pas un poids de mesure, tout ça? Vous savez, madame, lorsque nous lisons notre constitution, je pense que l'article 15 dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. C'est la loi qui le dit, mais oui, c'est la loi. C'est la loi qui le dit, mais il faut qu'on ait le courage de mettre cela en exergue, parce qu'il n'y a pas un Congolais qui est plus congolais que les autres, peu importe votre fortune. Mais il faut que les juges prennent le courage de sanctionner ce genre de personnes, surtout quand ça vient des personnes nanties. Nous avons suivi ici, il faut que j'en parle aussi. Je vais ouvrir une parenthèse, puis je la referme tout de suite. Avec la loi Moïbara, nous avons suivi ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux avec une autorité de la place. Mais ça nécessite tout simplement du courage de la part du tribunal d'engager une action. Parce que ce sont des citoyens congolais, ils ne sont pas plus congolais que les autres. Parce qu'on ne doit pas faire la justice seulement pour les faibles et les forts on laisse. Non, la justice c'est pour tout le monde, Madame Abiana. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler des lois. On a la loi Moïbara, on a la loi Portela. Mais avec toute cette toutes ces lois, je veux dire cette armure juridique que nous avons aujourd'hui, mais pourquoi le viol continue de s'amplifier dans notre société? On parle pas seulement du Congo, on parle de l'Afrique en général, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout en Afrique, des actes de viol ne cessent de se répéter. Pourquoi? Bon, mais moi je vais vous répondre, sociologiquement parlant, le viol est un phénomène social. C'est un phénomène social qui existe dans toutes les sociétés. Et vous savez, le phénomène social se caractérise par 3 éléments. Il y a l'extériorité, il y a la contrainte, il y a également la répétition des faits. Et dès lors que vous êtes dans la société, ce phénomène ne pourra jamais disparaître. Ça, il faut qu'on se le dise. Maintenant, le problème, c'est de réduire comment on appelle ce genre d'actes dans notre société. Mais la réduction viendra tout simplement de la sanction de ces auteurs, de ces actes ignobles aujourd'hui qui détruisent la vie des victimes. Donc il faut qu'il y ait la sanction. Maintenant, il faut qu'il y ait aussi le courage, parce que le juge n'est pas un dieu, mais le juge aujourd'hui doit se faire accompagner par la famille. Et la famille doit dénoncer les faits. Bien sûr, aller à la rencontre des avocats. Pour que les avocats puissent engager des actions, si vous n'avez pas le courage, vous venez vers les avocats, parce que au-delà, les gens ont peur, pardon, on n'a pas l'argent, mais les avocats peuvent accompagner des victimes pour engager ce genre d'action, pour que demain nous essayons de réduire ce phénomène qui est en train de détruire la vie de nos concitoyens et de nos enfants. Parlons de la loi Portela qui protège la jeune fille aujourd'hui. Quels sont les articles aujourd'hui qui sont mis en avant pour protéger la jeune fille au cas où il y a l'acte de viol? Bon, je n'ai pas peut-être la maîtrise des articles, parce que c'est une loi, même tel que j'ai le code pénal comme ça, je peux avoir tous les articles en tête, c'est pas possible. Vous avez la loi de 2010 sur la protection de l'enfant. Et c'est Portela. C'est Portela, cette loi a été complétée, qui essaie de donner les éléments essentiels pour la protection de l'enfant. Mais vous savez que l'enfant grandit dans une famille. Mais au-delà du fait qu'il y a la famille, il y a aussi la société, parce que la société a l'obligation de protéger les enfants. Parce que si la famille n'arrive pas à engager
engager une action, la société a la possibilité de dénoncer les faits. Ce sont des mécanismes pour engager une action publique. Parce que pour engager une action publique, on n'est pas toujours obligé de porter plainte. Mais par une dénonciation, par une personne étrangère qui maîtrise la situation, il peut dénoncer les faits et le procureur peut engager une action de quand on constate qu'il y a un viol dans un milieu familial donné et que la famille n'a pas le courage de dénoncer, mais là, une personne extérieure peut dénoncer ces faits et on engage une action contre la victime. Mais malheureusement, c'est notre culture. Les gens ont peur parfois de briser des liens familiaux, mais alors qu'ils oublient que c'est les victimes qui souffrent de cette situation. Luce Bénédicte, avec vous, est-ce qu'aujourd'hui la loi Moïbara protège-t-elle la femme congolaise? Bon, se limiter, d'ailleurs, je veux dire, avoir un arsenal juridique, c'est déjà une avancée. Mais après, il faut savoir appliquer les textes. C'est là, en fait, qu'on attend l'effectivité de la loi. Parce qu'on peut beau avoir les beaux textes du monde, mais tant que dans l'application, on ne sent pas que ça bouge, on restera stagné sur les mêmes problèmes. Donc, c'est déjà une avancée, mais on a encore beaucoup à faire au Congo pour que les textes de loi que nous prenons tout le temps soient appliqués dans les faits lorsqu'il y a ces cas de victimes. Comment la femme congolaise devrait être traitée dans la société? Mais avec beaucoup de respect, si je peux le dire simplement, avec beaucoup de respect et d'honneur, j'ose même dire. Parce que au-delà, on va parler de femme, mais la femme c'est un être humain, et donc un être humain, on le respecte. Karina Ndoussi, j'espère ou bien je pense que vous avez eu un peu le temps de souffler, de vous libérer un peu, parce que parler de ce qui a été comme une blessure pour vous, c'est pas facile, de surfer devant la caméra, le monde entier vous regarde, vous suit, mais on pense également que votre témoignage aujourd'hui donnera quand même de la force à ceux-là qui ont du mal à s'exprimer, à vouloir dénoncer. Je pense que vous êtes l'exemple à suivre. Vous présidez une association, Karina Ndoussi. Quelle initiative envisagez-vous concrètement pour accompagner les jeunes filles qui ont subi les viols? C'est pour ça que j'accompagne la jeune fille mère, en fait. Parce que déjà, je reçois beaucoup de jeunes filles qui ont traversé ce genre de période et qui traversent ce genre de période. Donc, je les encourage, donc je les fortifie tout simplement. Je les donne beaucoup de courage et ensuite, je les accompagne dans des projets et savoir qu'est-ce qu'elle veut faire et tout. C'est comme vous avez su le dire. Déjà, le cas de viol, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment considéré dans la société. Oui, c'est quelque chose, aujourd'hui, tu peux en parler, on écoute et demain, on classe l'affaire. Donc, voilà pourquoi on préfère se soutenir mutuellement, c'est tout. Vous êtes une femme engagée aujourd'hui, épanouie, vous luttez malgré votre blessure. Cette prise de parole courageuse pourrait-elle avoir des répercussions sur votre vie personnelle, notamment dans votre relation de couple aujourd'hui? Devant la caméra, vous exprimez, ça peut-être c'est un secret pour vous, mais aujourd'hui vous mettez à nu ce problème. Est-ce que ça viendra pas en quelque sorte déranger un peu votre relation sentimentale? Non, au contraire. Au contraire, et il m'a encouragé de le dire et de le faire. Je dois le dire pour dénoncer, pour encourager ces jeunes filles qui ont peur de dénoncer. Il faut parler, même si la famille vous tourne le dos. Mieux vaut dire la vérité. Quand on dénonce quelque chose, on se sent libéré. Moi aujourd'hui, bien que j'ai parlé à la famille et certainement avec mes amis, mais aujourd'hui parler de ça à la télé me libère de quelque chose. Même si je ne peux pas oublier, mais je sens que oui, j'ai accompli quelque chose parce que je voulais vraiment témoigner et parler de mon histoire. Maître, aujourd'hui, avoir le soutien de son partenaire ou bien d'un frère ou bien d'une sœur aujourd'hui, après avoir subi ce qu'elle a eu à subir aujourd'hui, est-ce que l'accompagnement, l'encouragement, c'est quelque chose qui soulage tant soit peu la victime?
Mais bien sûr, ça soulage et moi j'encourage Madame Zosi et de surcroît je le dis ouvertement que je serai peut-être leur partenaire et s'il y a une question de droit qui se nécessitera qu'on puisse les accompagner, on sera là pour les accompagner parce que c'est très important de voir les femmes congolaises courageuses dénoncer ce genre de phénomène qui existe dans notre pays, qui détruisent les vies des victimes, de nos jeunes filles aujourd'hui parce que bon, pour des raisons culturelles ou encore anthropologique, on évite de dénoncer ce genre de truc. Moi, je suis d'accord qu'elle dénonce et surtout beaucoup de courage aussi pour son couple et surtout pour son mari qui est un homme courageux parce que accepter ça, c'est pas donné à n'importe qui. Et voilà, peut-être moi, j'aurais peut-être beaucoup de réticence pour dire que mais est-ce que tu auras la possibilité de le faire? Mais si il a eu un mari qui l'encourage de le faire, en tout cas, c'est à féliciter. Mais nous, on sera là pour accompagner parce que nous devons dénoncer avec fermeté ce genre de phénomène qui détruisent la vie de nos enfants, qui détruisent, parce que moi qui vous parle, j'ai des filles, mais je n'accepterai pas que ce genre de truc puisse être reproduit sur ma fille, comme sur mes enfants. C'est pas possible. Parce que là, vous allez détruire la fille. C'est une femme courageuse parce que la plupart des jeunes filles n'ont pas pu poursuivre leurs études à cause de ça, Madame Mandela. Mais parce que la fille a été violée par un oncle, par un neveu, parce que bon, ses parents, d'autres filles, les parents ne sont plus en vie, et que ça existe comme ça, et la fille est victime de ce phénomène. Et de surcroît, il va faire des enfants très tôt, on a vu ces jeunes filles faire des enfants à 15 ans, 14 ans, tout ça, et ça détruit l'avenir de nos jeunes filles. Donc c'est un phénomène que nous devons dénoncer, que nous devons combattre pour le bien-être de nos concitoyens. Je vais revenir un peu sur la réaction de votre maman après avoir su que vous aviez été violée par son frère, son cadet. Quelle a été sa réaction? Elle était brisée, déçue, trahie, trompée. Elle n'avait pas de mots. Sur le coup, j'ai compris. Elle n'avait pas de mots et elle a pleuré. Elle a dit, pourquoi tu ne l'as pas dit depuis tout ce temps? J'ai dit, je ne pouvais pas. À chaque fois, quand elle venait nous rendre visite, c'était pour 2 jours. Un jour, elle repartait. Donc, je n'avais pas vraiment le temps avec elle. Et même le sentiment que j'ai pour ma mère, c'est en grandissant, parce que puisque j'ai pas vraiment grandi avec elle, je n'avais pas vraiment l'affection de ma mère en grandissant. Voilà, j'aimais vraiment ma grand-mère. Et maman, c'est après, voilà, j'ai commencé à développer des sentiments pour maman. Et après, maman, c'était quelqu'un qui était tellement strict. Donc, du coup, même parfois parler, j'avais peur. Mais quand j'ai mis au monde ma première fille en 2021, c'est là où j'ai dit non. Je dois dire, je dois la parler. Et comment Karina Nzusi se comporte aujourd'hui? Est-ce que c'est une maman pôle, une maman protectrice? Parce que elle a été blessée dans son jeune âge. Comment tu arrives à protéger ton enfant ou tes enfants? Alors, mes enfants, je les protège convenablement. Donc, même à l'école, parce qu'elles vont à l'école, je suis très stricte, je surveille mes enfants et j'ai toujours opté, j'ai toujours dit et je le dis toujours, mes enfants n'iront jamais passer des vacances à un membre de ma famille ou même son petit frère. Il n'y aura pas que non, je vais passer les vacances chez la grande soeur parce que je ne veux pas ça, je ne souhaite pas ça. Mais vous avez peur que la même chose oui, c'est comme ça. Vous savez, déjà on vient dans une famille africaine où il y a beaucoup d'inceste. On est d'accord. Donc même si aujourd'hui ça se reproduit sur moi, quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Et c'est comme un pacte, c'est comme une lignée, c'est quelque chose tantôt qui suit. Donc du coup, voilà, je les protège vraiment. Je suis très protectrice. Petit à petit, nous arrivons presque à la fin de notre échange ce soir. Maître, quelles sont les sanctions prévues par la loi congolaise pour les auteurs des actes? Sont-elles suffisamment dissuasives? Est-ce que le code pénal prévoit aussi des sanctions assez lourdes pour ces criminels? Bon, bien sûr, parce qu'il serait souhaitable que je puisse vous lire les infractions. Au-delà, déjà, comme je vous ai dit que c'est l'article 32 et l'article 333, mais lorsque vous lisez l'article, comment on appelle, dans l'article 332, on vous dit quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés.
D'abord, le travail forcé. Et vous avez, si le crime a été commis sur une personne, dans un enfant, au-dessus de l'âge de 13 ans accompli, le coupable subira le maximum de peine des travaux forcés à temps. Et ensuite, on vous dit, quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre les individus, et voilà, sera puni de réclusion criminelle. Donc, ce sont des infractions à perpétuité, c'est-à-dire qu'on peut vous condamner durant toute votre vie, vous restez en prison, parce que c'est un viol, le crime. Et voilà, parfois, 15 ans de réclusion criminelle, vous restez en prison pendant 15 ans. Donc, ce sont des infractions dont la loi est très stricte avec, mais il serait souhaitable que les victimes puissent dénoncer pour que le magistrat puisse mettre en exergue cette disposition légale qui est prévue dans notre code pénal. Donc il faut encourager les familles d'engager des procédures pour dénoncer, même si c'est au niveau de la famille, pour qu'on sanctionne ces gens-là. Luce Bénédicte, est-ce que nous avons assez de structures d'accueil et de prise en charge pour les victimes au Congo? Est-ce que ces centres d'accueil sont accessibles? Malheureusement, nous n'en avons pas encore suffisamment. En fait, c'est ça aussi le véritable problème et auquel est confrontée en fait certaines associations, parce que généralement, parfois, quand vous accompagnez une victime, il faudrait la déplacer parfois du lieu où a été commis l'acte. Et on est parfois confronté à cela parce que les centres, en tout cas, il n'y en a pas suffisamment. Pour le peu que les associations arrivent à faire, c'est vrai qu'on arrive à placer certaines victimes, mais il y a encore beaucoup d'attentes par rapport en fait au cas que les associations reçoivent. Avec vous, Lucien, nous arrivons presque à la fin. Parlez-nous un peu de votre association Kani Assistance. Kani Assistance, comme vous l'avez dit au début, c'est une association qui travaille pour la défense des droits des femmes. En général, nous travaillons beaucoup en milieu rural parce que nous avons opté pour cela, parce qu'on se rend compte que aujourd'hui c'est un milieu qui n'est pas souvent regardé, surtout pour les femmes qui sont souvent laissées abandonnées à elles-mêmes, et on essaie d'être porte-voix de ces femmes-là. Et nous avons entamé aussi vraiment un travail sur aujourd'hui les violences basées sur le genre au Congo, parce que de notre petite expérience, on s'est rendu compte on l'a dit aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de silence, et dans le travail aussi que nous faisons, on se rend compte que les violences ne sont pas suffisamment documentées. Donc depuis l'année passée, on a commencé ce petit travail de documentation de certains cas de VBG en partenariat avec ici il y avait l'hôpital de Bakongo qui avait accepté de nous accompagner, la police et le programme national de lutte contre les VBG, parce qu'on se dit pour pousser les gens à en parler, pour mener davantage d'actions, il faut comprendre et connaître le phénomène. Et tant qu'on ne met pas beaucoup d'actions aussi sur la compréhension du phénomène, on aura l'impression de stagner, parce que quand on parle de violence au Congo, on ne sait pas vraiment, on n'arrive pas à quantifier. C'est vrai que les chiffres ne montrent pas totalement la réalité, mais je pense que ça aide pour certaines avancées, pour voir qu'on était là, on est passé à ça. Et ça va aider aussi beaucoup le travail des ONG à pouvoir adapter en fait les actions pour ces questions-là. Et que compte faire Kani Assistance dans les jours à venir? Kani Assistance dans les jours à venir, nous travaillons déjà quotidiennement dans nos actions, donc l'association est ouverte s'il y a des personnes qui veulent nous joindre et puis parler de ces questions-là. Nous sommes là pour l'accompagnement. Sinon, on compte aussi pour cette année relancer, l'année passée nous l'avons fait, le travail avec la psychologue pour faire un accompagnement pour des femmes qui veulent se libérer, peut-être qui n'ont jamais eu l'occasion de parler, donc ils peuvent peuvent contacter l'association pour essayer d'avoir un accompagnement avant même que nous puissions lancer la campagne. D'accord. En prenant le cas de Karine Zoussi aujourd'hui, est-ce que c'est tard aujourd'hui pour que Karine Zoussi, je ne le dis pas, ou bien je n'affirme pas qu'elle n'a pas eu un suivi psychologique, est-ce qu'il est trop tard, en prenant le cas de Karine Zoussi, de contacter un psychologue pour échanger sur ce qu'elle a eu à rencontrer dans son jeune âge? Non, il n'est pas trop tard en fait, parce qu'on vient de le constater que ça travaille encore sur elle, et il y a beaucoup de traumatismes qui sont liés à cet acte-là et ce qu'elle a vécu pendant son enfance, et c'est déjà beaucoup courageux qu'elle commence à en parler comme ça, et surtout dans les médias. Et c'est pas évident parce qu'après c'est beaucoup de gens qui suivent, il y a le regard de la société, il y a le regard de tout le monde, et c'est toujours important ce besoin de se faire accompagner, donc ce n'est jamais trop tard.
Merci, Maître. Avec vous, vous êtes juriste, avocat, vous défendez les droits humains aujourd'hui au regard de tout ce qui a été dit aujourd'hui avec l'œil d'un fils d'abord du pays et puis en tant que juriste et avocat de profession. Un mot là-dessus? Bon, c'est que c'est un phénomène récurrent, madame, et c'est un phénomène que nous devons combattre. Maintenant, au niveau de la justice, comme je vous ai dit, les juges ne sont pas des dieux, ainsi que les avocats. Et il faut que les victimes aient le courage de dénoncer ce genre de phénomène, de venir auprès des professionnels de droit, s'il y a la possibilité pour nous d'engager des procédures pour que ces gens-là puissent être dédommagés, parce qu'il s'agit d'un fait qui détruit toute une vie, qui détruit l'avenir de nos enfants, qui détruit l'avenir de nos jeunes filles. Et il faut que nous encourageons ces jeunes filles-là à engager des procédures. Maintenant, s'il n'y a pas la possibilité, ils ont aussi une seconde possibilité d'aller vers les associations, telles que je vois avec Kani, d'aller vers l'association de Madame Zouzi pour dénoncer ces faits. Vu que ces associations ont une personnalité morale, et à bas de ces associations, de personnalité morale de ces associations, nous pouvons engager une action en justice contre les auteurs de victimes, pour que nous essayons de réduire ce phénomène qui détruit tant soit peu la vie de nos concitoyens, surtout de nos jeunes filles. Maintenant, nous, on sera là pour accompagner aussi dans le cadre de l'humanité, parce que nous estimons qu'il s'agit là de nos enfants, il s'agit là de l'avenir du pays, parce que si vous voulez construire le monde, il faut mettre en exergue la femme, il faut valoriser la femme, il ne faut pas détruire la femme, parce que quand vous détruisez la femme, vous détruisez toute une humanité. Et du coup, je suis très sensible avec ce genre de questions, et nous serons là pour les accompagner. Merci bien, Maître. Nous allons nous séparer avec Karina Ndouzi. Un dernier mot? Alors, un dernier mot, j'encourage les victimes. Je leur donne de la force, de l'amour, qu'elles continuent de vivre, parce que c'est ça la vie. On a des hauts et des bas, donc voilà. Il faut apprendre à s'accepter et surtout à dénoncer les faits. Dénoncer les faits, c'est par ces mots que nous mettons fin à notre échange de ce soir. Nous avons parlé des violences sexuelles à l'endroit des jeunes filles. Merci à vous, chers internautes de Tcheleka Média, de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un autre numéro. Partagez le contenu, likez et n'hésitez pas, si vous avez aussi des témoignages, le plateau de Tcheleka Média est là pour vous servir. Bonsoir et portez-vous bien.